Cette séance nous est offerte par le gouvernement du Canada à travers le programme Nouveaux Horizons pour aînés. C'est un programme par lequel nous profitons pour éduquer et pour sensibiliser notre communauté, par exemple, qui nous concerne. Alors, cette 10e séance va porter sur l'importance de nos langues maternelles. Nous avons trouvé un expert dans le domaine qu'on va présenter sous peu, qui doit pouvoir nous parler comment est-ce que nos langues sont importantes pour nous et la nécessité de transmettre à des générations futures. Parce que ça, c'est très important. On a pensé que ça fait partie de notre culture, de nos valeurs. Il est important de la pérenniser. C'est pour ça qu'on a fait venir ici aujourd'hui Monsieur Djoum Tchouenté, qui va pouvoir nous présenter. Monsieur Djoum Tchouenté est le président de l'association culturelle Source, ACS, qui œuvre dans la promotion de nos cultures. Il en est très passionné parce qu'il a compris quelle est l'essence de chaque humain. Sa passion l'a conduit à créer l'organisation pour booster la promotion de nos cultures auprès de nos familles, de nos amis et de toute organisation qui œuvre dans le même sens. Dans le cadre de ses activités, il fait des conférences aux communautés pour édifier les populations sur l'impact de la connaissance et de l'application de nos us, de nos traditions et de nos cultures. En conjuguant ses expériences en enseignement, dont il en est un expert, et en informatique, il a développé un didacticiel qui permet d'apprendre nos langues maternelles sur des ordinateurs et cellulaires, parce qu'elles sont un réel véhicule de nos traditions, la figure véritable de ce que nous sommes et un pilier certain sur lequel on devrait bâtir son avenir. Avec des amis qui partagent la même passion, il œuvre actuellement pour partager et faire connaître cet outil d'apprentissage de nos langues et cultures à un grand nombre de personnes. Il recherche également des personnes parlant très couramment une de nos langues, de nos multiples langues maternelles, pour continuer à développer l'application. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le contacter. Je voudrais déjà remercier DDI pour l'honneur qu'ils font n'est-ce pas, à ma personne, de penser que je peux présenter un tel thème. Je voudrais aussi également vous féliciter pour le travail que vous faites dans les communautés. C'est extraordinaire, je vous encourage. Je voudrais féliciter l'auditoire qui est là pour l'intérêt qu'il porte et le temps qu'il accorde, n'est-ce pas, à m'écouter. Et merci pour la présentation de ma personne. Je vais peut-être ajouter que j'ai, dans l'expérience d'enseignement, enseigné toutes les classes de la maternelle jardin jusqu'à la 3e année d'université à travers des différents contrats. J'ai également créé des programmes d'enseignement dans le bois, particulièrement à l'enseignement supérieur au Cameroun. Concevoir, élaborer, enseigner, organiser, animer les examens officiels et tout cela. Ce qui me permet donc d'avoir les outils pour, n'est-ce pas, ce qu'on va faire aujourd'hui. Je voudrais commencer par une image entre la rivière et l'eau. Certains voient la rivière comme étant de l'eau qui s'écoule en se frayant du chemin. D'autres voient la rivière comme étant un contenu riche et varié. On a des alluvions, on a des poissons, on a des déchets qui sont faits en amont, on a de l'énergie qui met en mouvement les bateaux, etc. Pour moi, la langue est comme la rivière. Elle est riche et on voit ce qui s'écoule, mais il y a également des choses qu'elle contient. Allons donc chercher son contenu qui s'écoule.
Voilà pourquoi nous devons travailler, nous devons donc ensemble. Tout le thème aujourd'hui de l'importance de nos langues maternelles. Je vais poser une ou deux questions de mise en bouche. C'est des questions rhétoriques. Qui parmi nous parle sa langue maternelle? Qui a des enfants qui parlent la langue maternelle? Une dernière question, faut titiller. Qui aimerait que ses enfants et lui ou ses enfants et elle parlent en langue maternelle? Je crois que ça, c'est le décor sur lequel nous allons travailler aujourd'hui. Et nous allons aborder cela en 6 ou 7 points. On va d'abord comprendre le paradigme de la langue, le rôle de la langue, le pouvoir, un peu de notes sur la terminologie, comment on devrait comprendre certains mots, pourquoi, enfin, on devrait apprendre la langue, et si on a compris la cause, enfin, les raisons pour lesquelles on doit apprendre la langue, alors, y a-t-il des outils qui puissent nous aider à communiquer en langue? Le paradigme a deux définitions. Une définition logique qui dit que c'est un modèle théorique de pensée qui oriente la recherche et la réflexion scientifique. Une définition philosophique va dire que c'est du procédé méthodologique qui constitue un modèle de référence. En clair, c'est des ensembles de codes que l'on juge beaux, normal, esthétiques, des façons de faire qui, selon des gens, vont dire c'est bien. Tout est vu donc en se comparant à un paradigme pris comme modèle ou alors pris comme référence. On va le comprendre en essayant de décortiquer les paradigmes occidentaux et africains. Dans le paradigme occidental, là-bas, il y a une forte emprise sur la matière et le matériel. Le paradigme occidental est patriarcal, c'est-à-dire tout se transmet par le père, l'héritage, le nom, la famille, la langue, etc. On est du village du père. La langue est liée à ce qui est matériel, à ce qui est visible. Il y a un lien très fort entre la langue et les signes conventionnels. Selon Ferdinand de Saussure, c'est un très grand scientifique linguiste, 1867, je crois en 1950, le père de la linguistique moderne. La langue est un système de signes conventionnels à travers lesquels les humains communiquent. Un signe étant entendu ici une unité linguistique qui a un sens. Selon plusieurs autres auteurs également, chercheurs occidentaux, la langue est un système conventionnel de signes. Tout est posé sur le signe. Le mot, en passant, je peux vous dire, le mot dans le langue occidentale, le mot arbitraire. C'est-à-dire, on aurait pu appeler le lit table, ou chat, ou chien, que rien n'aurait changé. On aurait pu appeler mon habit pierre, ou papa, ou alors herbe, qu'on aurait continué à appeler ainsi. Par contre, dans le paradigme africain, il y a une forte emprise de la nature comme bibliothèque intarissable du visible, ce qu'on voit, et même de l'invisible, ce qu'on ne voit pas. C'est un paradigme matriarcal, c'est-à-dire que tout se passe par la mère. Plusieurs attributs se transmettent de mère en fille. Chez les pharaons, par exemple, un pharaon hérite, sort de la famille maternelle. L'oncle maternel donne l'héritage à l'enfant de sa sœur. Il est sûr que c'est son neveu. C'est pas le cas chez l'oncle paternel. Par le sens africain. L'éducation de l'enfant entre 0 et 7 ans est faite par la mère. C'est le rôle de la mère parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de charges que la mère transmet à l'enfant. Les principes spirituels également sont inclus dans les langues africaines. La langue est aussi un système ou un mode de pensée à travers lequel des éléments culturels et spirituels sont mis à découvert pour le peuple ingénieux qui exprime sa pensée, exprime, ça sort de lui
La pensée sort de lui. Les maximes herméneutiques sont comprises dans les langues africaines. Foucault définit l'herméneutique comme un ensemble de connaissances et de techniques qui permettent de faire parler des signes, de découvrir leur sens. Larousse dit que c'est une théorie de l'interprétation des signes comme élément symbolique d'une culture. Culture, signe et culture. En d'autres mots, c'est faire parler les signes comme support culturel ou comprendre une langue par la connaissance et l'interprétation des signes et autres éléments utilisés. Par l'herméneutique, donc, on comprend le système de pensée d'un peuple. Si vous analysez les signes d'un peuple, vous comprenez comment il pense, comment les gens comprennent la nature, comment ils codifient et interprètent les événements, les phénomènes et les rapports avec les autres. On va peut-être aborder maintenant le rôle de la langue. La langue a existé parce qu'au début, l'homme a voulu s'exprimer par la parole. Et plus tard, par l'écriture. La langue permet aussi de nommer un objet ou une action. Nommer un objet est une action nommer un objet ou une action par une suite de signes interprétant un phénomène naturel dégage une dimension plus symbolique. Si je veux nommer quelque chose en pensant à la nature, c'est plus fort que de dire tailler, que de dire table, que de dire lit. Ça ne renvoie à rien. Pour créer un mot, effectivement, il y a plusieurs manières de faire. On peut le procéder par dénomination motivée. On est motivé par une notion donnée qui inspire. Ou alors on peut passer par un moyen ontolinguistique dans lequel on encastre une réalité cosmique, un phénomène naturel, une analogie astrologique des astres, dans le mot pour rendre compte d'une réalité véritable. Je veux parler d'exemple pour mieux expliquer ce que j'ai dit. Chez les Bassards, au Cameroun, on dit Nyandom. Nyam, c'est la mère, Ndom, c'est le frère. C'est la même énergie de départ qui est chez la mère, se trouve chez le frère. Et pour dire, donc, on tue deux mots, on prend deux mots pour exprimer une chose. Vous voyez qu'il y a un construit. On peut aussi associer dans nos langues pour faire lier aux astres. Les femmes, vous savez que pour indiquer les menstrues, on parle « j'ai vu la lune ». On associe parce que la lune fonctionne sur 8 jours autour de la Terre et on associe au même cycle de la femme. Donc, on peut utiliser une analogie astrologique pour indiquer quelque chose. Chez les Voutés, surtout au Cameroun, la tante paternelle, Ta, Guy. Ta, c'est le père, Guy, c'est la femme. Vous voyez, on prend deux mots pour former un troisième et exprimer une chose. La langue permet donc aussi de savoir le niveau de science et de technologie d'un peuple. Lorsque vous écoutez une langue, vous pouvez savoir si un peuple connaissait une chose ou ne la connaissait pas. Par exemple, le mot poubelle. Si je vous demande dans votre patois, dans votre langue, comment on dit poubelle? En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé dans ma langue. Je n'ai pas trouvé dans ma langue. Peut-être que je ne la connais pas assez, mais je suppose que le fait que le mot poubelle n'existe pas, ça veut dire que c'est nos ancêtres, on gérait le déchet autrement. On ne les jetait pas. Ça veut dire que nos ancêtres avaient un niveau de science tel qu'ils recyclaient le déchet. Le déchet était quelque chose qui était recyclable. Dans la notion de recycler le déchet aujourd'hui qu'on évoque là, elle est dans nos langues par l'absence de mots qui indiquent poubelle. Le mot esclave, par exemple, en égyptien ancien, n'existait pas. Il n'y a pas un mot qui indique esclave en égyptien ancien. Ça veut dire qu'à l'époque là, il n'y avait pas d'esclavage. Donc les ouvriers qui travaillaient étaient utilisés non pas comme des esclaves, mais des ouvriers rémunérés. Donc le fait qu'il n'y ait pas un mot dans une terminologie indique des concepts. En lingala, on va dire un pied licolo, les pieds macolo, macolo terrestre, ciel. Donc c'est comme si on liait ce qui est dans la terre est lié au ciel. En Nimodo, on va dire ngon pour dire la femme, mais ngon c'est aussi la lune.
Donc, on a analogie entre la femme et la lune. Je veux aussi également dire, on va dire minga. Min, c'est avaler. Ga, c'est le fusil. Quand on dit que la femme, c'est ce qui avale le fusil, ne me demandez pas ce qu'est le fusil et de ce qu'est avalé. Donc, à partir donc de ce qu'on dit dans une langue, on peut comprendre le niveau de science de cette culture, de ces peuples. La langue a également un pouvoir. À travers l'écriture, on a commencé à écrire sur l'argile, puis sur la roche, puis sur le papyrus, puis le papier, puis aujourd'hui on a un numérique. Et l'écriture est également un sur le graphisme qui indique ou exprime ce qu'on veut dire. Un mot est également une force, vous savez. Un mot est une idée, une intention, une action qui se convertit en autre chose pour être perçue par l'autre. Ou même par soi, parce qu'on peut se parler. Selon Victor Hugo, le mot sans l'idée est un bruit. Ah, il ne véhicule rien de significatif. Mais l'idée sans le mot est abstrait, inexplicable, incompréhensible. On ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, la portée du mot parler est tenue par le son. Quand vous parlez, vous émettez un son, une énergie vibratoire, on a vu ça en physique. Et plus que le son, d'ailleurs, parce qu'à partir de ce que vous écoutez, quand une personne parle, vous voulez savoir si elle est en joie, si elle est triste, si elle a de l'émotion, si elle pleure. Donc, la parole ne porte pas que l'idée, elle porte également tout un bagage symbolique d'émotion et tout. Et également, il y a des cultures où est-ce que, pour s'exclamer, chaque culture a un mot. Il y a les hopeta, il y a les hopalo, il y a babala, il y a tout ça. Donc, chaque culture a des mots qui expriment des comportements. Vous voyez? Donc, le mot a une force qui est tout à fait claire. Et la parole également a une puissance. Je vais évoquer les 3 dimensions de la parole. Elle est locutoire, ce qu'on dit, locutoire. La parole est aussi illocutoire. L'intention, on n'a pas dit, mais on pense. On pense, mais on n'a pas encore dit. On peut la manifester par des gestes, naturellement. Et la parole est aussi perlocutoire, c'est-à-dire créative, action. On dit que la parole crée, n'est-ce pas? On ne crée pas la parole. La Bible dit que au début, c'est la parole qui avait tout créé. Mais nous, chez nous en Afrique, nous pensons que si la parole est moins importante que le silence, il vaut mieux ne pas parler. Il vaut mieux se taire quand ce qu'on va dire n'est pas important. Quand ce qu'on va dire va déranger, va perturber tout le monde. Et si le silence est d'or, imaginez que la parole, c'est que devait être la parole. La parole, je l'ai dit, mais enfin la parole est l'honneur. Je voulais faire une petite parenthèse. J'avais écouté un philosophe des années 50 en Afrique, je ne sais pas où j'ai trouvé sa vidéo, il expliquait ça. Avant, il n'y avait que la parole. Et quand une personne avait dit, quand je mourrai, faites ceci, faites cela, on n'écrivait pas. Ce qu'il dit se faisait. Et quand vous ne faisiez pas ça, il revenait vous déranger jusqu'à ce que vous corrigiez. Je parle aux Africains, je crois qu'ils peuvent témoigner cela. Et parce que la parole, quand c'est dit, c'est parti, on ne change pas. On a remplacé la parole par l'écriture. Oh, catastrophe. Les gens sont assermentés, mais ils sont les mêmes menteurs. C'est le notaire même qui doit protéger votre terrain, votre patrimoine, c'est lui qui le détourne. Mais parce qu'il a dit, on croit au notaire. Vous voyez comment est-ce qu'aujourd'hui, la parole a un pouvoir et que nos ancêtres avaient, maîtrisaient, mais qu'aujourd'hui, bon, ça pose un problème réel. Je voudrais qu'on fasse une petite acte sur la terminologie des mots. C'est très important avant de comprendre ce que c'est que la langue. Une langue, il y a un peuple. Quand on parle de langue, c'est par rapport à un peuple. Il n'y a pas un peuple sans langue, il n'y a pas une langue sans peuple. Maintenant, comment on crée une langue? C'est que j'ai des gens qui sont à un secteur ici, peut-être, je ne sais pas où tu es à Gatineau, Ottawa, et puis il y en a qui quittent Gatineau, ils vont à Hull. Ils changent la langue. Ils vont à Elmer.
changent la langue. Ils traversent le pont, ils tombent à Vanier, nouvelle langue. Ils arrivent à Népi, nouvelle langue. Mais, rappelez-vous qu'ils sont partis de Gatineau. Plus ils s'éloignent, plus Gatineau ne les comprend plus. Et une fois arrivé à Canada, quand Canada parle, on ne comprend pas Gatineau. Dès que, à force de dérivation, on ne se comprend plus, alors on vient de créer une nouvelle langue. Je prends un exemple sur le latin. Le latin, parce que les gens se sont répandus, du latin est sorti le français, l'espagnol, le portugais, l'italien et j'en passe. Donc, on parle de parenté génétique et de cette dérivation. C'est quoi un dialecte? C'est une variante de la langue liée à l'espace ou le temps, mais dans laquelle on a conservé la base commune. L'anglais de Londres. L'anglais est une langue, mais l'anglais américain est un dialecte. Parce que c'est une expression de l'anglais liée à un espace donné. Là-bas, on dit I will go. Et ils disent I gonna go, I gonna want, I gonna go, et tout ça. Donc c'est un dialecte. C'est comme ça que les linguistes comprennent ça. Le Pulaar, c'est le Peul, la langue Peul du Tchad. Mais il est parlé au Sénégal, au Ghana, partout. Mais partout où on parle le Pulaar, ce sont les dialectes de la langue Peul du Tchad. Je ne suis pas choqué, hein. L'anglais américain est un dialecte de l'anglais. Ils ont appelé ça langue, mais chez les linguistes, on appelle ça dialecte. Ce n'est pas péjoratif. Maintenant, un patois, c'est quoi? C'est un encodage. Une variante d'une langue conçue par un groupe de personnes qui décident de parler autrement. Par exemple, on peut décider qu'on inverse les syllabes. Pour dire la mère, on dit remé. Mère, remé. Pour dire, par exemple, je voulais venir, on dit je l'ouvrais nirvé. Et des gens décident que, bon, vous savez quoi, quand on sera avec les gens, on va se parler à haute voix, ils vont les comprendre. Ils créent un codage. Ils parlent le français, mais je dis, mais qu'est-ce qu'ils disent? Je vous donne encore un autre type de dialecte. Il y en a qui veulent envoyer l'argent en Afrique. Ils disent, moi, j'ai l'érable et contre le café. Ça veut dire qu'il a le dollar contre un gars qui aurait des francs CFA au Togo. Là, il dit, je veux envoyer de l'érable au village. Qui est-ce qui a du café? Vous ne croyez qu'il parle de l'érable, du café, alors qu'il parle de transfert d'argent. C'est ça les dialectes. Et on peut dire, comme que la marchandise, un gars dit, lundi, ça veut dire 10 000. Non. Donne-moi mercredi. Sur mon mercredi, c'est 30 000. Je dis que non. Allons avec mardi, midi. Donc 15 000. Donc mardi dit 20 000 et 5 000 pour midi, 25 000. Vous voyez comment les gars vous codent, sont dans un encodage particulier et on ne comprend rien. C'est ça là, le patois. Les gens qui font l'arabe là, les verlangs là, ça c'est le patois du français. Maintenant, c'est quoi une langue maternelle? C'est la première langue de l'enfant que le bébé apprend. Maternelle, dans le sein, première langue. La langue seconde ou seconde langue, c'est celle-là qui est apprise après la langue maternelle. Et la langue étrangère est comme une troisième langue. Malheureusement, nos langues maternelles sont souvent le français, souvent l'anglais. Et ne sont plus maternelles. Au sens langue de notre culture. La langue étant génétique, elle reçoit à la naissance les gènes que la mère peut prononcer. Il y en a qui ont des langues difficiles parce que une culture a la gorge mal formée, la langue mal formée. Il est incapable pour eux de former certains phonèmes ou sons. Par exemple, il va dire, quand il veut appeler Mboma, ils disent Mboma. Mganou, Francis, Nganou, ils ne savent pas dire Ng. Ils ne savent pas dire Mb. Ils disent Nganou, Mboma. Il y en a qui vont vous dire à la place de J, ils disent Z. Zésir. Pour dire je jure, ils disent Zésir. Il y a des peuples qui ne savent pas dire U, ils disent I. On va dire en politique, il faut être sûr, mûr, pur et dur. Mais qu'est-ce qu'ils disent? En politique, il faut être sire.
mire et dire. C'est des déformations génétiques. Ils ne sont pas capables de dire U. Et la langue va avec. La première langue de socialisation, c'est également la langue maternelle, celle que le bébé écoute. Et la langue véhiculaire, c'est quoi maintenant? Imaginez un peu dans une grande ville où il y a plusieurs communautés qui arrivent. Il y a une langue que tout le monde écoute. Le pidgin, par exemple, dans nos marchés. Il y en a qui sont pas à l'école, mais au marché, on parle pidgin, tout le monde se comprend. La langue véhiculaire, c'est un peu cette langue qui est parlée dans une aire géographique, et dans laquelle plusieurs personnes se comprennent, même si chacun vient avec ses langues personnelles. Et un petit mot sur la dialectisation. C'est le fait de partir d'un mot étranger pour l'adopter dans sa langue, mais en modifiant la prononciation, qui est influencée par nos gènes, par nos limites locutoires, on va dire comme ça. Par exemple, le mot fenêtre, voodoo. On va dire voodoo, on va dire windy ici, on va dire là-bas, vous allez, c'est les mots importés. Qui viennent d'ailleurs, comme mon grand-père qui était un ancien soldat allemand, disait Schwein. Mais quand je suis arrivé en quatrième, j'ai fait l'allemand, j'ai vu le mot Schwein. Donc, on dit Schwein, l'allemand dit Schwein, mais lui dit Schwein, et qui veut dire porc, cochon. Voilà comment il insiste les gens. Ce sont des déformations comme ça que on appelle ça comment est-ce que par la dialectisation, je peux amener un mot étranger dans ma langue. Maintenant qu'on a fini avec la terminologie, pour aller très vite, arrête me regarde, il faut comprendre maintenant pourquoi donc faut-il apprendre la langue. Maintenant qu'on a vu la puissance, la force, les qualités de langue, c'est quoi une langue et tout là, mais pourquoi faut-il apprendre une langue? On va commencer par des notions de vitalité et de létalité, c'est important. C'est quoi la létalité d'une langue? Elle indique le processus de la mort d'une langue, sa disparition. Comment une langue fait-elle pour disparaître? Et la vitalité, c'est le contraire. Comment une langue fait-elle pour ne pas disparaître, pour survivre? Quels sont les critères donc de la létalité? On a par exemple la disparition d'un peuple, suite aux agressions, suite à la conquête coloniale, aux invasions, aux pandémies, et tout cela. Ou alors le fait de ne pas faire d'enfants, ou le fait de faire de moins en moins d'enfants. Ça contribue à la disparition d'un peuple et par conséquent, comme un peuple est lié à une langue, ça peut provoquer aussi la létalité de la langue. Si on a moins de 100 000 locuteurs d'une langue, elle est appelée à mourir. Si une langue est parlée par moins de 100 000 personnes, attention, attention, elle est en train de disparaître. On est conscient, le nombre est 100 000, ce n'est pas de moi. Une langue qui ne sert qu'aux études, comme référence intellectuelle, est portée à disparaître comme le latin. On parle latin seulement quand on veut dire hic et nunc, quasi. Quand on veut sortir un beau mot là, scientifiquement parlant, on pense au latin. Mais sinon, le latin est déjà mort de toute façon. Aucun peuple ne la reconnaît, alors cette langue va partir. Ou alors il manque de dynamisme, on ne crée pas. Et il n'y a pas de nouvelles règles, il n'y a pas de nouveaux mots, il n'y a pas de nouvelles expressions. Je m'en veux beaucoup à nos langues maternelles, nos responsables culturels, nos chefs et rois de communauté. Nos ancêtres ont créé des mots pour indiquer des objets, ont créé des verbes pour indiquer des actions. Mais entre-temps, il y a eu beaucoup de nouveaux objets, comme l'ordinateur, comme le téléphone cellulaire, et que nous manipulons au quotidien. Mais qui va créer des mots pour indiquer cela dans nos langues? Si on ne les crée pas, les langues sont en train de mourir. Parce qu'on ne pourra pas indiquer ordinateur. Et mon fils va dire, papa, comment on dit ordinateur? Je ne vais pas lui dire, mais pourquoi vous voulez qu'il parle ma langue? C'est les problématiques. J'espère que dans les questions, on va s'y pencher. Parce que c'est un des points où est-ce que, je veux dire, on chute. Ce dynamisme des langues. Et quels sont les critères de vitalité? C'est le contraire. Il faut donc que nous pensions à étudier dans l'aspect administratif. Et ça, c'est important. Que nos langues soient utilisées dans les aspects administratifs de nos vies. Par exemple, dans les mariages. Un Togolais et un
Congolais se retrouvent à la salle pour une cérémonie mariage coutumier. Mais non. Congolais parlent en lingala, puis en français. Ghanéen parle en sa langue, puis en anglais. Et les gens vont essayer de comprendre par rapport à l'anglais ou au français qu'est-ce qu'on disait dans la langue maternelle. Mais de toute façon, faisons quelque chose. Ne disons pas que quand on ne se parle pas en langue, là, on va pas se comprendre. Allons-y en français, en anglais. Vous êtes en train de détruire vos langues. C'est plus encore que l'on parle en sa langue et puis on résume en français, on passe la parole à l'autre pour garder la vitalité. Dans les rites, dans les enterrements, dans tout ce que nous faisons, parlons en langue maternelle, même si on va reprendre en français. C'est très important, ça, voyez-vous, c'est d'une importance capitale. Il est important donc de parler de langue maternelle pour connaître le paradigme ancestral. Qu'est-ce qui était bon? Qu'est-ce qui était beau? Agréable, convenable, acceptable par nos ancêtres. Sommes-nous encore dans leur paradigme? Il s'agit donc d'identifier les valeurs. Il faut également connaître le patrimoine ancestral qui est plutôt scientifique, heureusement. Parce que nos ancêtres étaient des scientifiques. D'abord, dans les traditions, us et coutumes sont des applications des résultats d'observation et des pratiques scientifiques. Exemple des mets traditionnels. Il faut scruter la richesse. Qu'est-ce que nos ancêtres mangeaient? Ils avaient des qualités nutritives, des qualités médicinales, des qualités extraordinaires, même de goût. Il faut les connaître tous. À quelle occasion et pourquoi on les mange? Qui a le droit de manger? Je parle de mariage. Il faut savoir l'importance du mariage à travers les différents symboles et leurs valeurs. Les règles à respecter, les étapes à suivre, pendant et après. C'est ça également le paradigme ancestral. La langue véhicule tout cela. Il faut également aussi enrichir les savoirs actuels avec ceux de nos ancêtres. Ils faisaient des choses avec la langue. Il y a de nouvelles choses. À nous de réécrire la langue pour qu'elle vive et qu'elle survive. Pouvoir communiquer de manière discrète. J'ai envie de parler à mon enfant, à mon épouse, à mon époux, à mon ami, à la communauté. Ben, je dois être capable de lui dire une chose de façon discrète, sans gêner l'autre, en aparté, sans exclure l'autre, mais parce que c'est à lui que je parle. Il faut également construire l'identité collective. C'est très important. C'est très important. Elle est nécessaire à notre épanouissement. En Afrique, je suis parce que nous sommes. En Afrique, je suis parce que nous sommes. Je vous dis, je vous prends 2 ou 3 images. Plusieurs chiens dans chaque enclos de la rue ne protègent pas la rue. Écoutez très bien. Si vous avez une rue qui a des maisons avec des enclos, si chaque maison a plusieurs chiens, la rue n'est pas protégée. Mais chaque enclos est protégé. Mais si vous lâchez les chiens dans la rue, tous les enclos sont protégés. Hein? Toute la rue est protégée d'eux, mais même le quartier est protégé. Ce n'est plus une affaire de rue ou d'enclos, mais même tout le quartier, parce que la horde des chiens dans la rue va tout contrôler. Connaître son identité. Me connaître d'abord, puis me reconnaître ensuite. Deuxième fois. Parmi les autres. Vous savez, si vous mettez un chien parmi les chiens, il n'y a pas d'événement, il est familier, c'est correct. Mais si vous mettez ce même chien parmi les chats, il va sentir qu'il est différent. Il ne pourra pas miauler. Mais il peut bercer un chaton. Il peut couvrir un chaton. Il peut allaiter un chaton s'il a une chienne. Mais il ne doit pas chercher à miauler. Il ne doit jamais chercher à miauler. Il doit se rappeler qu'il a un chien. Quand on voudra du bruit, un wouhou, il doit aboyer, pas miauler. Aboyer fait du bruit et même plus de bruit que miauler pour chasser le voleur. Mais toi et moi, comme ce chien parmi les chats,
cherchons à miauler à haute voix au lieu d'aboyer, si on ne peut pas aboyer. La langue nous permet, partout où nous sommes, de se rappeler qu'on est un chien parmi les chats. Et au lieu de vouloir miauler, on doit plutôt aboyer. Selon France Bois, la langue est la vitrine de la culture. Elle peut mieux l'exposer. Plus on apprend une langue, plus on est en sécurité. Plus on est rassuré. Mais il ne faut pas oublier notre volonté de puissance passe par la langue. Il n'y a pas un peuple puissant qui procède par la langue d'un autre peuple. La volonté puissante doit être un but non négociable. Il peut être atteint par une dynamique communautaire. En Asie, là, faites des remarques, les samedis matins, les peuples asiatiques, Chine, Pakistan, même Italie, Grec, ils se retrouvent dans les écoles pour enseigner à leurs enfants ce qu'ils sont. La soumission est de subir la volonté de l'autre. L'assimilation est de faire ce que l'autre veut. Mais l'intégration est d'aller prendre ce que l'autre a et je vais ajouter à ce que j'ai. J'espère que nous sommes dans la démarche de l'intégration et non des deux autres. Y a-t-il maintenant que nous sentons qu'il faut parler et on a vu l'intérêt de parler, le danger de ne pas parler. Y a-t-il des outils qui peuvent nous apprendre, qui peuvent nous aider à apprendre nos langues? On doit parler les langues en toutes circonstances. Je dis en toutes circonstances. Dans le berceau, à la maison, entre nous dans les communautés. Moi, quand je vais à Costco, n'importe où, quand je vois un peuple asiatique, un parent asiatique, quand il parle à son enfant, ce n'est jamais en français, ce n'est jamais en anglais. Observez cela. Toujours dans la langue. Et c'est la langue, quand vous ne parlez pas votre langue, vous n'êtes plus. On doit lire et écrire quand c'est possible. Faire de la promotion, faire des livres, faire des foires. On doit enseigner aux générations et aux étrangers, même aux étrangers. On doit faire des médias dans lesquels on parle la langue. Des livres, des traditions, des coutumes, des théâtres, des bandes dessinées, des vidéos. Croyez-moi, quel que soit ce que chacun fera dans son petit coin, cela fera une différence. On doit envoyer nos enfants dans les écoles de langue. J'ai mis ça en bleu. Oh là là. Même si tu parles, envoie-la. Mais nous parlons français, pourquoi nos enfants vont à l'école? Nous parlons anglais, pourquoi nous envoie à l'école? Maintenant, envoie-les également à l'école de langue, parce qu'à l'école de langue, il n'y a pas que l'eau qui coule. Il y a également le contenu de la rivière. Souvenez-vous, il n'y a pas que l'eau qui coule dans la rivière, il y a ce que l'eau a en elle. Et pour le cas, je vais finir avec ça. J'ai écrit une application JET qui permet d'apprendre une langue. Vous savez, il y a au moins 250 Cameroun et puis je vais aller dans d'autres pays. On est à la phase de déploiement, il sera prêt en février. Ce sera bon. Enfin, monsieur, moi, mais je vais dire février, c'est mieux. Elle s'appelle JET. Et je profite de la pour dire que si nous ne parlons pas, l'application peut parler pour nous, à nous-mêmes, à nos épouses ou époux, à nos enfants. Sur des communautés pour lesquelles on va enseigner une langue, on peut pas l'application pour l'enseigner dans les communautés. On va couvrir la langue du Cameroun en 2024 et nous pensons qu'en 2025, on va aller dans les pays comme le Nigeria, le Gabon, le Ghana, Togo, on va faire le tour d'Afrique et on pense qu'en 4-5 ans, on aura l'outil le plus fiable possible. Voilà, monsieur. Et je vous remercie de votre aimable attention. J'espère n'avoir pas été trop long. J'ai résumé le résumé autant que je pouvais, mais c'est à travers les questions que voilà, on pourra se dire davantage. Et vos contributions sont également les bienvenues. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Tchouenté, pour cette brillante présentation. Et très riche pour nous autres qui avons tendance à oublier d'où nous venons. Et c'est très important de se rappeler. Alors, j'aimerais savoir s'il y a des personnes qui ont des questions ou bien des points d'ombre
ou on voudrait que notre interlocuteur insiste encore dessus? Ma question, ça concerne particulièrement le Cameroun. Vous savez qu'au Cameroun, nous avons le fait d'avoir 280 langues. Dans certains aspects, c'est une richesse, mais dans d'autres, ça peut souvent être comme un frein. Parce que, est-ce que le fait, lorsqu'il y a un mariage mixte, on sait que généralement, la femme a cet avantage qu'elle avait l'enfant, selon la. Je me place dans la famille traditionnelle où l'homme sort pour aller se battre et que la femme reste à la maison avec l'enfant. Et il est plus facile pour l'enfant d'acquérir la langue maternelle de la maman. Et partant de là, donc, il y a de fortes chances que la langue maternelle du papa disparaisse progressivement. Parce que si on a une famille, un village par exemple, où il y a plus d'hommes que des femmes, et que ces hommes-là décident de n'épouser que des femmes qui sont d'un autre village, il est possible que la langue maternelle des hommes de ces villages, que la langue maternelle de ces villages disparaisse, parce que les enfants, même si dans le cas où la maman veut apprendre la langue maternelle à ses enfants, réussissent à faire en sorte que l'enfant parle la langue maternelle, comme ça, on aura des enfants. Si je prends par exemple Bayangam, si tous les Bayangam ont épousé des Bétis, des Douala, des Nordis et tout ça, ils vont parler la langue de leur maman et c'est le Bayangam, lui, il va entre guillemets disparaître, quoi. Est-ce que c'est pas l'un des freins aussi? Ou qu'est-ce qui peut être fait pour que... Je sais, le jet, c'est une option, mais est-ce que c'est pas aussi un risque par rapport à la disparition de nos langues? Merci Évariste. Vous avez commencé par dire que Cameroun a 280 langues environ, je notais. Et y a-t-il un risque du fait que les parents sont de différentes langues et puis il y aurait une qui serait dominante, celle de la mère, au détriment de celle du père qui sera le moins parlé? Est-ce que j'ai bien compris la question? Oui. Est-ce que ce n'est pas une des choses qui peuvent faire en sorte que, parce que dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, où généralement il n'y a que souvent une seule langue pour tout le monde, ou bien souvent deux langues maximum, il y a de fortes chances que les deux parents parlent la même langue. Du coup, c'est plus facile de transmettre la langue à l'enfant. Mais lorsque un Bayangam, par exemple, épouse, je ne sais pas, un Béti, ou bien, et que bon, la plupart du temps, la maman, et encore, il faudrait que la maman, elle aussi, soit née d'une maman Béti, parce que si elle aussi, elle est née d'une maman Tchang, il est possible qu'elle-même, elle ne connaisse ni le Béti, elle connaisse peut-être le Tchang, et puis c'est comme ça que nos langues, souvent, se perdent. Est-ce que ce n'est pas une des raisons pour lesquelles nos langues disparaissent Une cause de létalité, ils veulent dire, c'est ça. C'est pour ça, est-ce que le fait qu'il y ait dans les familles bigamiques, on va dire des familles où est-ce qu'on parle plusieurs langues, ça peut être un risque de la disparition de langue? C'est comme on dit, arrête, ça peut être une cause de la létalité de langue. C'est certain que moins on en parle, plus ça va disparaître. Mais moi, je vais aller dans une dynamique de comment faire pour les solutions, parce qu'on est là pour l'importance de la langue. Je voudrais vous rappeler que de 0 à 7 ans, un enfant peut parler 5, 6, 7 langues, sans problème. La science et les preuves je veux dire l'expérience ont prouvé qu'un enfant peut parler plusieurs langues. Ce que nous devons faire, c'est qu'entre 0 et 7 ans, nous ne parlons que nos langues à l'enfant. Et à l'époque de nos parents, ils découvraient le français ou l'anglais à l'école. Et il n'était pas plus mauvais que celui qui a commencé à parler français dès la naissance. Il écoute, il vit. Son premier mot, c'est en français. Et ça ne fait pas de toi un enfant plus intelligent ou plus épanoui. Non, moi, je pense que nous devons plutôt parler toutes les langues, même celles du quartier. Parce qu'il y en a qui sont nés dans un quartier à forte connotation d'une tribu.
Mais les deux parents sont des tribus différentes et même des pays différents. L'enfant parle 3 langues. Il va parler la langue de son père et de sa mère. Son père est d'un pays A, sa mère est d'un pays B et il vit d'un pays C. L'enfant est capable de parler ces 3 langues. Donc, je vais penser que c'est une cause de l'éternité, oui, mais je vais arriver vite aux solutions. Parlons en toutes circonstances, parlons dans toutes les situations. Et si on n'a pas encore parlé, on se rend compte qu'on a oublié, ben alors, mettons-nous les pas tard, même si l'enfant a 10 ans, donnons-lui l'envie d'apprendre. Donnons-lui d'abord l'envie d'apprendre, et lui-même cherchera à apprendre. Parce que je peux dire. Merci beaucoup, Christian. C'est vraiment quelque chose qui me... Ben, ce que Christian présente là, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Je crois que j'ai eu l'occasion de parler un peu de ça avec lui. Je suis contente que ça soit rendu à cette étape-ci. Félicitations. Ma question, c'est sûr que je vais être accrochée là. Ça, c'est... T'inquiète pas, tu vas me voir. Ma question, c'est... Tantôt, tu dis, apprenons à nos enfants à apprendre nos langues. L'exemple que... bon, je ne vais pas dire le nom parce que j'ai oublié. Évariste. Pour ne pas dire Pulchérie, là, mais l'exemple qu'il a pris de parents de plusieurs tribus. Ma question, c'est, si on est deux de tribus différentes, comment est-ce que nous-mêmes, et puis on a grandi, je vais dire ailleurs, dans un milieu où on parle que français ou anglais ou espagnol, je vais dire, qu'est-ce qui pourrait susciter? Moi, je prends un exemple comme moi, je dis, si je suis née dans ce cas-là, et puis je rencontre l'application JED, comment est-ce que le déclic va venir pour que je me dise, ben, il faut quand même que j'amène, excusez-moi, il faut quand même que j'amène mes enfants à apprendre ce que moi, je n'ai pas eu la chance d'apprendre. Je veux dire, qu'est-ce qui peut vraiment stimuler? Parce qu'on est tellement pris par l'environnement, le bruit de l'environnement et tout, nos charges, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va faire que j'incite quelqu'un, moi-même, pas quelqu'un d'autre, que moi-même, ça fasse un déclic, que je dise, est-ce que je vais simplement me dire, ah, mais je vois des enfants chinois parler avec leurs parents, mais est-ce qu'il y aurait comme une phrase attractive, est-ce qu'il y aurait comme un élément attractif, pas seulement dire que oui, je dois parler ma langue. Je pense que ce n'est pas assez suffisant quand on a été déraciné. Qu'est-ce qui pourrait vraiment comme venir nous chercher pour qu'on ait ce déclic, qu'on se dise, OK, moi, je n'ai pas pu, mais il faut que mes enfants le fassent. C'est un peu, je ne sais pas si j'ai réussi à me faire comprendre, mais j'ai besoin du déclic vraiment. Parce que je pense que c'est ça notre gros problème. Nous qui avons été comme déracinés, là, ou qui sommes dans plusieurs tribus à la fois. Merci. Ouais, je suis très content de la question. Merci pour le clin d'œil de l'application sur quoi nous travaillons. Je pense que j'ai évoqué ici assimilation, soumission, intégration. Je me rappelle, j'étais enseignant dans ce pays et j'avais une directrice qui faisait une thèse dessus et on faisait dans son bureau parce qu'elle savait que j'étais le seul enseignant d'ailleurs d'écriture étrangère. Et elle me dit, je travaille sur un thème dans ma recherche, assimilation, soumission, intégration. Parce qu'il y a un problème réel de formation des immigrés. Pour comprendre comment on les enseigne, sinon on va faire d'eux, on va penser qu'ils sont tous des, voyez-vous, des non enseignables, des cons, des cas de discipline. Bref, sa thèse. Et ça m'a vraiment plu. J'ai dit, waouh, ces 3 mots-là m'ont marqué. Parce que nous cessons d'être ce que nous sommes. Et nous voulons devenir ce que nous ne sommes pas. Et peut-être que nous ne serons jamais. Et on est en chemin. Et comme tous les métis, on n'est ni avant, ni après, et on commence à être le plein de tout le monde. Vous savez, les métis autour de vous, hein? Métis autour de vous, que ce soit métis de quelque chose, quelque type de genre que ce soit, même que ce soit le couleur de peau, que ce soit l'origine de pays, que ce soit l'origine de tribu, ils ont toujours, quelquefois, des problèmes qui gèrent, que ceux qui sont métis ne gèrent pas. Donc, le problème, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une affaire de paradigme. J'ai commencé mon thème par le paradigme. Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est louable? Quelqu'un va vous dire, écoutez, moi, c'est les mèches bézilines sur ma tête ou rien. Et là, on va dire que pour elle, c'est ça qui la rend belle. L'autre va dire que mais moi, si j'ai mes cheveux coupés ou j'ai tracé au fil, machin là, comme on faisait à l'époque là, je suis belle. C'est une affaire de paradigme. Et nous, on nous a introduit un paradigme étranger
Et on nous a fait croire que c'est beau, que c'est bien, que c'est acceptable. Et on nous a fait même croire que si tu ne fais pas comme ça, tu n'es pas civilisé, tu n'es pas instruit, tu n'es pas, je sais pas, du coup, nos choses deviennent péjoratives. On a basculé nos choses qui étaient des valeurs à vice. Et pour qu'il y en a qui ont même honte de parler la langue. Ils ont honte de s'habiller en tenue traditionnelle. Ils ont honte de manger leur pain, ou leur coquille, ou leur placali au restaurant, je veux dire, au travail là. Ça allait plus loin. Je ne sais pas s'imaginer, je laisse la langue, hein, parce que c'est une affaire de paradigme. Mais quand on a compris que c'est une affaire de paradigme, on a touché, à mon sens, le problème. Et si on veut résoudre le problème, ce n'est pas une affaire de langue, ou de nourriture que je mange, ou de vêtements que je porte, ou de fêtes que je célèbre, ou de ci, ou de ça. Mais c'est que, mais décidément, par rapport à ce que je suis, qu'est-ce que je devais faire pour être en accord avec ce que je suis? Je vous ai dit, vous allez tordre la bouche du français, il ne va jamais pouvoir dire Nganou. Retourner sa langue, parce que sa langue est construite, il ne peut pas faire le Ng. Il va dire un Nganou et il s'en va. Le Nganou, il va se manger le nez, là. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des contraintes culturelles qui font que le paradigme est lié à ça. Donc, ma chère Catherine, il faut retourner au paradigme. Qu'est-ce qui est bien? Quand moi, je vais élever mes enfants, quelle valeur je leur passe? Le Chinois ne réfléchit pas par votre manière. Non. Le Russe ne réfléchit, les peuples asiatiques n'ont pas de... Pour eux, c'est pas un problème. Ça n'est même pas sur la table. C'est les Africains seuls qui ont souci parce qu'ils ont cessé d'être. Et donc, celui qui a le souci, il dit, mais en fait, qu'est-ce que je suis? Et il se rend compte qu'il n'est plus ce qu'il était. Et il dit, oh boy. Il se retourne et il voit ses enfants dans le futur. Il dit, si moi je ne suis même plus Togolais du Kivu, de Congo ou de machin, mais attends, et mes enfants là, nous sommes venus ici, vous et moi, pour eux, n'est-ce pas? Pourquoi on laissait ce qu'ils avaient, on pris 2 sacs. Je m'en vais parce que mes enfants. Mais j'ai envie de vous dire, si vous amusez, vous partirez sans eux. Parce que ceux qui étaient, il aurait mieux fallu qu'ils restent. Je pouvais commencer par le paradigme. Dès qu'on a compris le paradigme, mes chers, mes très chers, on comprend que mais, je mange quoi? Je m'habille comment? Je festoie quoi? On décide que à partir de maintenant, ceci fait cela. Il dit, bon, ça c'est eux. Par rapport à ce que je suis, est-ce que ça se fait? Non, je ne fais pas ça. Ou alors, j'ajuste. Et dès qu'on a compris cela, la langue devient un véhicule. Et j'ai pris une image au début, peut-être que ce n'était pas là au début. Je compare la rivière et l'eau. La rivière n'est pas seulement que de l'eau qui coule. Mais dans l'eau, là, il y a le mouvement qui porte des bateaux. C'est de l'énergie. Il y a les poissons, il y a les déchets de ceux qui sont là-bas en amont, qui arrivent en aval. Il y a tout cela. La langue, c'est ça, c'est un véhicule. Et si vous voyez la langue comme un véhicule culturel, mais quand tu parles ta langue, tu as tellement d'informations dans la langue que tu apprends par ricochet la culture sans t'en rendre compte. La langue devient donc maintenant, à ce moment-là, une conséquence parce que je pense que le paradigme ancestral est important. Et du coup, comment faire? Il y a des outils. On peut s'organiser en comité. Nous qui sommes loin ici, on peut s'organiser comme Henriette. C'est sa fille qui me dit, écoute, Christian, est-ce que tu peux pas nous faire une conférence? Je dis, bon, quoi? Conférence de langue? Moi-même, le grand matin, j'ai d'abord dit, oui, on va voir. Honnêtement, il dit, oui, on va voir, mais il dit, oh boy, tu vas commencer par où? Mais quand je me suis mis à des heures à chercher, je dis, attends, finalement, j'avais été de 2-3 heures, il dit, bon, il faut résumer. Voyez-vous, à partir du moment où on sera intéressé, le besoin sera. Et j'ai dit à tous ceux qui veulent, à qui je parle de mon application,
Si tu n'es pas intéressé à ta culture, je ne t'en parle pas. Ça ne sert à rien. De l'eau qui se coule, qui coule sur un canal. Il faut commencer par lui expliquer l'importance de notre culture. Ce paradigme-là, d'abord, le paradigme, et il va dire, ah ben, j'ai besoin de savoir comment on s'habille là. Moi, je m'habille toujours en tenue au bureau. Les vestes, je ne sais plus où se trouvent mes vestes. Je crois que je vais l'envoyer au pays. On s'habille plus en veste, vous avez remarqué ça? C'est ça le paradigme. De là, maintenant, découle le moyen. Est-ce que j'ai été peut-être trop loin, Catherine, mais je ne sais pas si... Oui, oui. Tu en as ramassé beaucoup. Merci. Vraiment. Je vous en prie. Je vous en prie. C'était un bon exposé. Bon, effectivement, tout le monde actuellement perd sa langue maternelle. Même dans le village de chez moi, j'ai appelé un jour, personne ne m'a parlé en langue maternelle. Tout le monde parle la langue qu'on appelle nationale, le Swahili, dans le village. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que personne ne parle encore Maché? Il dit non, à cause de la guerre, tous ceux qui étaient en ville sont venus comme réfugiés et ça a annulé la langue maternelle que nous parlions là-bas. Alors, ce que je vais demander à notre confrère, le JED, est-ce que c'est des méthodes d'apprentissage ou bien on peut écouter et puis... Parce que est-ce que c'est juste des méthodes à suivre pour apprendre la langue maternelle ou on télécharge sa langue maternelle et puis on se met à écouter comme actuellement quand on apprend l'anglais ou l'espagnol ou le chinois? Merci, M. Mokolo. Merci beaucoup. Comment je vais dire Mbote? Mbote, oui. Mbote va pas nangai. Non, on dit Jambo. Jambo, ah, Jambo, ok. Jambo, ça c'est... Hein? En Swahili. Oui, Swahili, au plus au sud là, oui, la langue la plus parlée d'Afrique. Jambo. Oui. Et s'il fallait prendre une langue pour en faire une langue africaine, ce serait le Swahili. Merci beaucoup. Google a déjà appris le Swahili, je ne vais pas travailler ce Swahili parce que Google a déjà avancé avec ça. Votre question, c'est, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles les langues disparaissent. Voilà une raison de la létalité, les guerres, l'instabilité et tout ça là. Comment est-ce que le JED peut aider nos gens à parler? Moi, je vais vous dire, j'ai travaillé en forêt pendant une vingtaine d'années et j'avais remarqué que les gens du peuple de forêt parlent tous la langue. J'enseignais, je travaillais dans les industries, j'ai fait des interventions partout, je vais en pleine forêt, intervenir dans une entreprise et puis je suis, ma foi, c'est à peine si on me comprend parce que c'est d'abord la langue. Et je vois une dame qui doit me faire une langue, le Hondo, au Cameroun, la langue Yaoundé, dans mon application. Je rencontre et puis, elle me dit, mais après, vous savez, moi là, je ne connais pas si vous ne vous donnerez même pas 100 clients. Hein. Moi, je ne pense pas. Je mets ça pour qu'il y ait quand même beaucoup de langues dans mon application, mais au fond, je ne vois pas trop de clients qui viennent sur vous parce que vous parlez tous vos langues. Elle me dit, non, trompe-toi. Je dis, quoi? Non. Mon fils ne parle pas. Il dit, mais comment? Et il va chaque année au village. Mais entre eux, ils ne parlent plus que français. Mais c'est grave, les gars. Ouais. C'est grave. Hein? C'est pas parce que la guerre, comme vous avez évoqué, M. Moukoulou, on ne parle plus. Les raisons de la létalité, parce que le paradigme, nous pensons que parler français fait de nous, ou l'anglais fait de nous une personne plus importante que l'autre. Et je me rappelle, j'ai vu un scientifique, un professeur, je ne sais plus son nom, mais ça là, et un autre roi qui a dit la même chose. Ma grand-mère était un intellectuel, je suis désolé, mais elle ne parlait pas français. Les gens pensent que pour être intellectuel, il faut parler français, anglais, espagnol, anglais, allemand, c'est faux. Et on a donné l'impression que si tu ne parles pas la langue des autres, là, ben, tu n'es pas un intellectuel. C'est quoi un intellectuel? Ma grand-mère était une intellectuelle. Elle veut te dire, s'il pleut, quand le tonnerre dit que non, la pluie ne va pas tomber avant 18 heures. Elle continue le chant. Elle avait la météo. Elle avait des choses, telle herbe soigne, elle avait des choses, c'est une intellectuelle, vrai ou faux? Nos grands-parents étaient des intellectuels, mais ils parlaient français. Est-ce que c'est le français qui fait de nous des intellectuels? Je ne pense pas. Je pense que, comme vous avez dit, on a pensé à cette solution. Mais une solution qui est partout où vous vous trouvez. Dès qu'il y a Internet, vous avez l'école avec vous. 24 heures sur 24, vous avez l'école. La semaine de lundi à dimanche, vous avez l'école. Ce n'est pas que je fais l'école le mardi et vendredi, mais entre mardi et vendredi, je parle à personne.
il va attendre le prochain cours. Maintenant, les Africains ont trop de langues, trop de dialectes. Et on va procéder progressivement. Mais c'est une application qui fait d'abord le parler. On écoute l'intonation. Quand il dit Jambo, c'est pas Jambo, c'est pas Jambo, ou bien c'est pas Jambo. L'intonation est importante. Donc, on a pensé commencer par ce qu'on écoute. La personne peut écouter autant de fois et répéter pour pouvoir parler. On mettra l'écriture plus tard, mais je pense que, comme je dis, ma grand-mère n'a jamais écrit, mais elle était excellente dans sa langue. Parlons d'abord, écrivons après. Donc l'application est sur Play Store. D'ici mi-février, elle sera sur iPhone, sur App Store. Téléchargez et puis contactez-nous pour... dans l'application, vous pouvez poser des questions et on va vous répondre. On va échanger dans l'application. C'est possible. Mais ou alors, Arrête peut-être pourra publier mon numéro. Les gens pourraient me contacter pour avoir davantage de réponses. Parce que je vois que ça intéresse plein de personnes, quoi. Et j'en suis content. On a envoyé l'information sur Facebook, sur notre page site internet, sur LinkedIn, tout ça là, et puis on reste ouvert. Également, on souhaite programmer d'autres séances en été, même des conversations, comme les discussions sous l'arbre à l'époque dans nos villages, pour pouvoir permettre aux aînés, et en ce moment-là, ça sera intergénérationnel, on va inviter des jeunes qui vont pouvoir, on va mettre des groupes de jeunes avec des personnes aînées qui vont leur parler en langue maternelle, parce que ça, c'est une activité qu'on aimerait également faire pour renforcer la discussion en langue maternelle. On va passer, Papa Moukoulou, j'espère qu'on a répondu à ta question. On va passer, il y avait Marie-Josée qui avait levé la main avant de baisser. Est-ce que ta question est encore là, Marie-Josée? Non, ce n'était pas une question, c'était vraiment une suggestion pour dire que la perte des langues maternelles, pour moi, est une affaire politique. Nos présidents ne comprennent pas. Par exemple, nous, du Congo, à un moment donné, l'école primaire, l'instruction se passait en langue nationale, les 4 langues nationales. Il y a aussi beaucoup de langues comme au Cameroun, mais on en a choisi 4. Ça faisait qu'on a coupé le pays en 4. Dans le nord, le sud, le centre, on parlait les langues appropriées. Ça a beaucoup donné d'effets. Et moi, cette année, à l'église, il y a eu des enfants qui sont dans la trentaine, qui savent lire correctement les langues à cause qu'eux, ils ont commencé à les apprendre à l'école tout petit. Donc, il faudrait peut-être voir aussi, oui, sur l'application, c'est bien, mais voir aussi si on peut faire une percée avec nos ministres de l'enseignement, s'ils peuvent remettre au moins des cours de langue. Moi, je pense qu'on avait fait, à mon époque, on avait fait l'agriculture, on avait fait la couture, comme d'autres cours à l'école primaire. Mais si on remettait ne fût-ce que 1 ou 2 heures par semaine de langue maternelle, ça aiderait beaucoup. Et je voulais aussi intervenir pour Catherine. Je pense que c'est Catherine qui disait qu'elle voulait quelque chose qui crée, qui lui donne cette envie-là de parler. Mais moi, je dirais tout simplement, c'est l'estime de soi. Comme le monsieur l'a dit, il faut se regarder, se connaître et se reconnaître. Donc, si je me reconnais, je veux me dire, mais pourquoi je parlais Tchoulouba, je ne parle plus? Alors, je veux parler. Moi, je veux vraiment encourager le monde à commencer à converser. Mes enfants sont grands, comme tout le monde, ils ont appris le français, mais au moins maintenant, j'ai 3 sur 5 à qui je parle, je ne fais que parler en langue maternelle. Et ça commence à venir tout doucement.
ça prend un début, mais il faut vraiment être tenace et continuer. Et bravo, mon cher monsieur, c'est quelque chose de très, très, très important pour nous. Parce que quand je suis dans le milieu asiatique, je ne peux rien entendre. Rien. Et même s'ils veulent m'expliquer, ils vont m'expliquer ce que je veux entendre. Mais ce que eux se disent là, ils ne le diront pas. Les Espagnols aussi, la même chose. La même chose. Donc, il est important que nous, les Africains aussi, qu'on sache que quand on arrive en Afrique centrale, il y a cette tendance-là, il y a telle langue. On va faire comprendre à l'autre qui n'est pas de nôtre ce que nous voulons qu'il comprenne. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la contribution. Je voudrais mettre un peu de braise à sa pipe, si vous permettez. L'expérience a montré que lorsque vous apprenez une notion dans votre langue, vous la comprenez mieux. C'est bravo à cette pratique à l'époque du Congo. Est-ce qu'il y avait le Kivu, Lingala et tout ça sur le bas? Mais c'est dommage. Effectivement, le politique ne suit pas. C'est le politique. Nous faisons tous les efforts avec nos fonds propres. Mais si le politique le croyait, quelques petits milliards, et boum, c'est parti. Mais en passant, il y a une prise de conscience pour le Cameroun. Ils ont introduit un cours langue et culture nationale, LCN, dans les écoles au Cameroun. Et je connais des collèges qui enseignent ça de la 6e en terminale. Et nous sommes en contact. Ils sont en train d'aller vers moi pour que mon outil permette d'aider le cours. Et on est en ce moment en train de développer la version qui sera dans les écoles où il y a 500, 1000, 3000 élèves qui vont payer un abonnement d'école pour favoriser. Bref, on est en train de réorganiser par rapport à l'école. Le besoin est réel, les politiques traînent, mais comme maman a dit, ça n'a pas de nous. Moi, je pense que comme la rive d'un cours d'eau, si chacun avance, on va voir que la vague, l'eau avance. On ne va pas laisser 3 personnes qui vont avancer, on va avoir un pic. Mais que chacun dans son petit coin avance et on va voir comment les lignes vont avancer et ça va aller. L'Afrique est définitivement engagée, beaucoup de pays, beaucoup de responsables ont pris conscience. Ceux qui tiennent encore les faits comme ça, là, c'est pas possible pour longtemps. Ça va revenir. J'interviens par rapport à notre sœur qui a réagi en demandant qu'est-ce qui peut nous motiver à nous donner le désir d'apprendre la langue. Déjà, c'est vrai, comme on a expliqué, il y a le colon qui nous a amené à donner plus d'importance à ce qui est importé, particulièrement chez nous au Cameroun. Vous connaissez les termes, ton truc c'est le chinois, oh, c'est pas l'original, c'est le local, et qui fait qu'on a réussi à insérer dans nos cerveaux que ce qui vient ailleurs est le plus important. Mais par contre, si on sait, qu'est-ce qui pousse lorsqu'on arrive à l'étranger, qu'on ne peut parler qu'une des 2 langues entre le français et l'anglais? Lorsqu'on se rend compte que pour postuler au gouvernement, par exemple, il y a un minimum de bilinguisme qu'on demande, on fait des efforts pour devenir bilingue, pour remplir les conditions. C'est peut-être parce qu'au niveau où nous sommes encore, au niveau politique, la connaissance des langues locales n'est pas encore un atout pour travailler dans certaines entreprises. Mais plus on va avancer, on va finir par arriver là. Parce que s'il y a des métiers, par exemple, où il faut traiter avec les agriculteurs, avec des gens reculés, pour recruter quelqu'un qui va discuter avec eux, il pourrait être utile. C'est-à-dire le fait de parler leur langue pourrait être un atout. Et donc, ça pourrait bien arriver. Maintenant, j'ai remarqué pendant que je voyais les reportages sur la CAN, il y a une image, un reportage qui m'a surpris. Si vous vous rappelez, au pays, il y avait une chaussure qu'on appelait les tchanchous, les tchakerewata. Si vous vous rappelez ça. Ça ne sort le prix parce qu'on a tellement dénigré ça. Mais en Côte d'Ivoire, actuellement, le look of fire, en Côte d'Ivoire, actuellement, c'est la chaussure la plus portée. J'ai vu ça, le reporter dit non, c'est à l'aise quand tu marches, que ce soit dans la boue, dans le porte-porte, dans l'eau, tu es à l'aise avec ça, ça respire. Donc, ça dépend de la façon, c'est certainement que quelqu'un qui a produit ça a su comment vendre ces produits-là et a montré plutôt les avantages à ça. Les gens les mettent avec les vestes, en costume, là, ils ont les tchaklowata
avec les chaussettes, sans chaussettes. Donc, c'était pour dire, je ne sais pas si vous avez assisté à des activités, par exemple, comme le Tokyo Port, la dot, ou bien aller à une réunion des jeunesses, ou bien des gens du pays où les gens ont tendance à parler en langue. Vous êtes mal à l'aise, on parle, tout le monde, on applaudit, mais vous ne comprenez pas. Vous êtes mal à l'aise. Ce serait une bonne chose pour vous. Vous allez comprendre que ce serait une bonne chose pour vous de pouvoir maîtriser ça. De même, je ne sais pas si vous êtes recruté dans les situations où vous êtes vous avez des Camerounais, des Québécois, des gens de différents régions, mais vous voulez faire passer un message et que à votre frère ou votre soeur, malheureusement, si vous parlez en français ou en anglais, les autres vont comprendre. Et vous sentez que si vous aviez... Les autres n'ont pas de soucis, ils vont parler en leur langue. Ça va. Donc, il y a tellement d'éléments motivateurs qui feront qu'aujourd'hui, tu ne peux pas le voir parce que ça démarre encore au Cameroun en train d'apprendre les langues. Mais si on y va comme ça, ce qui est sûr, si le pays se développe vraiment au minimum, pour aller travailler, par exemple, dans une zone, s'il y a l'agriculture au Grand Nord, et qu'il faut aller discuter pour amener les parents, les vieux à ouvrir des comptes, on va privilégier ceux qui peuvent s'exprimer en leur langue. Donc ça, c'est des atouts. On pourra trouver d'autres comme ça. Donc, je voulais dire à ma soeur, si on ne le voit pas aujourd'hui, ça viendra. Merci. Merci beaucoup, Évariste. Monsieur Djoum, est-ce que vous avez un mot de fin à donner pour qu'on puisse clôturer la séance? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, le mot de fin, c'est je vais remercier d'abord les auditeurs qui ont pensé que c'était un thème intéressant. Je pense qu'on a eu un bon échange. J'ai aussi appris beaucoup des autres. Je voudrais seulement que nous pensions au paradigme. Tout est une affaire de paradigme. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bien? Et si on s'amuse, les enfants pour lesquels nous sommes venus ici, on va regretter. Je pense qu'il y a encore temps de faire des choses. Faisons des actions pareilles. Chacun fait sa part, son petit bout. Et puis voilà. Mais merci beaucoup pour l'initiative, Henriette, de m'avoir pensé faire ce genre de trucs, ce genre d'exposé. Je suis disponible pour autre chose encore. Voilà. D'autres thèmes. Parfois, on ne sait pas qu'on a du potentiel, mais juste parce qu'on vous dit que tu peux le faire quelque chose. Nous sommes ouverts et bravo à ce que vous faites pour les communautés africaines. Et à nous tous, ouais. Cessons de devenir, commençons par être. Merci, bonne soirée. Tout à fait. Merci, Monsieur Djoum Tchente. Merci à tous nos fidèles membres qui ont pensé à se connecter afin qu'on puisse partager des informations qui sont tellement édifiantes pour nous et pour nos jeunes générations.